Moi, je crois pas à la disparition du papier. Alors, peut-être que je suis un dinosaure de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a un usage, et je me demande si cet usage, sera pas un peu renforcé par la crise. Alors, je dis pas que ce sera un usage renforcé en termes de volume, puisque les volumes sont baissiers et il n'y a pas de raison qu'ils baissent pas encore un peu, compte tenu de la crise de la distribution. En revanche, est-ce que les gens vont pas aussi avoir besoin d'avoir des temps plus longs? Voilà. Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation média. Salut Élise Colette, salut à tous et à tous. Bonjour Jean-Baptiste Diebold, bonjour à vous qui nous écoutez, confinés ou pas. Cette semaine, dans Aparté, on parle de comment raconter le sport, mais sans le sport. Et nous sommes en ligne avec Jérôme Casadieu, directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Au début du confinement, on s'est tous demandé ce qu'un des principaux quotidiens de France allait devenir. Avec la crise sanitaire, évidemment, l'actualité sportive s'arrêtait complètement. Matchs annulés, JO reportés, etc., etc. Et 5 semaines plus tard, l'équipe est pourtant toujours là, en papier, en numérique, et de plus en plus présente maintenant. Donc on va voir comment ils se sont adaptés. Première question, Jérôme, vous vous trouvez où présentement ? On est en phase on remonte, voilà. On remonte depuis, je dirais, le premier jour post-confinement où on a été capable de mettre l'intégralité de l'entreprise en télétravail et on se posait un peu la question de savoir comment on allait continuer notre activité. C'est vrai que on avait peut-être par rapport à d'autres médias, on a pu se préparer davantage au passage au Covid et au confinement dans la mesure où pas mal de compétitions avaient déjà été reportées voire annulées. Donc on voyait bien qu'il y avait un mouvement, je dirais, européen et mondial qui était en train de se mettre en branle. Donc on avait anticipé, je dirais, un tout petit peu cette situation. Donc les premiers journaux, je pense que l'absence de compétition en télétravail était l'objet, je dirais, d'interrogation de la part de nos lecteurs. Est-ce que l'équipe sera capable de continuer à faire une offre éditoriale valable? Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Ça va être quoi ce journal? Il va coûter combien? Il aura combien de pages? Et on a essayé de prendre des mesures assez rapidement. Première mesure, c'était de baisser le prix, puisque comme on n'a pas de compétition sportive, on avait une offre un peu dégradée. On est passé à 24 pages éditoriales. C'est à peu près la même pagination que l'été, quand on n'a pas beaucoup de grands événements. Et puis derrière, on a essayé de montrer qu'on allait avoir la capacité à faire une proposition éditoriale costaud, répétée, un peu différente. Et donc depuis, 2 semaines, 3 semaines, on voit que nos chiffres sont en croissance constante. C'est-à-dire que nos ventes au... On va détailler en fait tous ces sujets sur le fond, sur la forme, sur l'organisation, etc. Et pour commencer, du coup, on va réécouter pour te remettre dans le bain le 20 mars. Tu étais l'invité de Philippe Vandel sur Europe 1. On écoute un extrait. Bonjour. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Le week-end approche. Normalement, c'est le pic des compétitions. Il y a quoi dans le journal L'Équipe ce matin ? Alors ce matin, on sort une information concernant le club de Saint-Étienne, où on a aujourd'hui pas mal de tensions entre les deux présidents et actionnaires et l'entraîneur qui est prêt à s'en aller en fin de saison si jamais il n'avait pas ses prérogatives préservées. Qu'est-ce que ça te fait de réentendre ces paroles un mois après, effectivement, comme tu le disais, après tout ce chemin parcouru? Est-ce que tu respires? Est-ce que tu te dis c'était impossible, j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire tout ça? Alors la première chose, c'est à chaque fois qu'on arrivait en fin de semaine, on se posait la question, est-ce qu'on va être capable de faire la semaine suivante? Est-ce qu'on aura suffisamment de sujets forts pour aller à la une? Et en fait, cette interrogation-là, on l'a plus. Voilà, on sait maintenant qu'on est capable d'avoir des idées, de mobiliser des énergies, d'aller chercher des choses qu'on va pas chercher habituellement. Donc je dirais notre capacité éditorialement à tenir la ligne, d'avoir 4 pages dans le quotidien, un site qui se tient, un service vidéo qui est costaud, etc. Ça, aujourd'hui, on sait qu'on est capable de le faire. Ce qui est plus difficile pour nous, c'est qu'on reste quand même beaucoup dans l'incertitude.
Le sport, par définition, c'est un événement, au même titre que les événements culturels, et donc on ne sait pas exactement quelles seront les conditions de reprise. Donc, par exemple, le confinement, normalement, doit au fur et à mesure s'arrêter à partir du 11 mai, mais nous, le déconfinement, dans les faits, on sait que nous n'aurons aucune compétition sportive avant au mieux 17 juin. 17 juin, ça fait quand même assez loin. Et le 17 juin, on n'est même pas certain que cette compétition va pouvoir se tenir dans le format qui a été imaginé. C'est pour le coup, c'est le foot français et c'est sur la Ligue 1. Sachant que pour les autres compétitions, je pense notamment aux sports qui ont une dimension mondiale, le tennis, le cyclisme, il n'y aura rien avant juillet, voire avant le mois d'août. Donc ça veut dire qu'on va quand même être dans une perspective délicate et on s'attend aussi à ne pas pouvoir assister aux compétitions sportives. Donc il y a quand même de l'interrogation. Voilà, on n'est pas certain que dans les matchs à huis clos, ils autoriseront des journalistes, même s'ils respectent les règles de distanciation sociale, à être dans des tribunes de presse. Au niveau psychologique, là, les journalistes, ils rongent leurs freins justement de ne pas pouvoir faire le travail auquel ils sont habitués. Oui, il y a certains lions en cage. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai eu. Ils rêvent que d'une chose, c'est de sortir. Dès qu'on leur annonce qu'il y a un reportage, ils sont hyper contents. Voilà. Après, à côté de ça, il y a, je dirais, pour tous ceux qui sont sur des fonctions plus sédentaires, le travail est plus difficile. Donc, on essaie d'être le plus responsable, le plus attentionné possible pour, je dirais, lisser la charge de travail dans la journée et éviter d'avoir des coups de chaud, parce que les coups de chaud en télétravail, c'est vraiment compliqué. Et la répétition, sur une semaine, ça va, mais là, ça fait plus de 5 semaines, on sent que ça fatigue quand même les équipes. Sur les équipes de l'équipe et de l'équipe magazine, vous avez dû redéployer un petit peu. Il y a du chômage technique, du chômage partiel ou... Alors nous, on a tout fait pour retarder le plus longtemps possible le chômage partiel. Et là, le chômage partiel va commencer. Il a débuté avec tous ceux qui ont été récemment embauchés ou qui ont peu d'ancienneté. Ils n'avaient pas cumulé beaucoup de jours de congés payés ou de RTT. Mais globalement, je dirais en termes de proportion, il n'y a pas encore énormément de journalistes chez nous qui sont en chômage partiel. Et du côté de l'équipe magazine que vous avez arrêté, comment vous avez fait? Alors, le magazine, on l'a arrêté aussi parce qu'il fallait qu'on soit capable de redéployer un peu notre offre éditoriale. Donc, il y a certains salariés qui étaient en CP, qui avaient encore des compteurs de congés payés qui étaient importants, donc qui ont pris des congés. On a sollicité quelques-uns des journalistes qui participaient à la réalisation de reportages qui ont été publiés dans le quotidien. Et en fait, on a annoncé aux équipes il y a 3 jours la reprise du magazine. Le magazine reprendra le samedi 23 mai. Donc là, à partir de la semaine prochaine, on va avoir déjà des équipes qui vont redémarrer et on va avoir une remontée en puissance importante puisque là, on n'a plus de stock. Donc il faut qu'on reconstitue un peu de stock pour se relancer. Alors justement, oui, pour parler du contenu du journal ou des journaux, grosso modo, quand il n'y a plus de matchs, est-ce qu'on peut dire que l'équation numéro 1, ça veut dire moins de matchs, plus d'infos, quoi, plus d'enquêtes, plus d'infos? Oui, alors nous, ce qu'on a imaginé faire, c'était... Enfin, on voit bien que le coronavirus est un sujet qui est extrêmement traité par tous les médias. Je pense que nous, on ne peut pas être 100% coronavirus. On doit évidemment s'intéresser à toutes les initiatives, toutes les belles histoires qu'on raconte. On appelait ça, on avait fait une je crois qu'il est 3 jours après le confinement, sur tous les sportifs ou anciens sportifs qui avaient des fonctions autres que des fonctions sportives et qui étaient médecins, kinés, etc., intervenaient dans les hôpitaux. Donc on a appelé ça nos héros et on l'a décliné tous les mercredis en portrait. Ça portrait tous les mercredis dans le quotidien. Donc je dirais que ça, on a essayé de le suivre. On a essayé de suivre aussi, je dirais, les conséquences du Covid sur l'organisation du sport, notamment les calendriers sportifs, mais on a essayé d'aller sur aussi quand même l'information sportive. Il se passe quand même encore des choses. Les sportifs ne sont pas chez eux à rien faire. Les institutions sportives ont, une continuité d'organisation. Elles préparent la saison prochaine. Je pense notamment à tous les clubs de foot, tous les clubs de rugby, les clubs de sport collectif. On a notamment, dans la mesure où certaines compétitions ont été retardées d'1 an, on voit bien que, par exemple, pour les sportifs qui préparent les Jeux Olympiques, ils vont changer, je dirais, leur préparation. Voilà, donc on est allé vraiment là-dedans. Et puis, on a essayé aussi de toucher un peu du doigt, je dirais, un des seuls effets positifs de cette période, à savoir l'activité physique
des Français, on voit que voilà, les gens font du sport, du yoga, ils vont courir, etc. Donc ça, on a vraiment essayé de tout de suite s'accaparer, je dirais, cette thématique en lançant en particulier un programme qu'on appelait le Bob Challenge. C'est Bob Tari, qui est un ancien semi-fondeur, qui fait tous les jours pour l'équipe en vidéo et dans le journal des cours un peu de sport à la maison. Et justement, on va en écouter un extrait. Salut à tous, bienvenue au Bob l'équipe Challenge. Comme promis, la voilà, la séance spéciale étirement. À quoi ça sert les étirements? Avant de répondre à cette question, je dois vous dire qu'il y a 2 types d'étirements. Les étirements actifs qui sont à faire avant la séance d'entraînement et les étirements passifs qui sont à faire après les séances d'entraînement. Voilà, ce programme-là, il est intéressant dans le sens où il s'adresse aussi bien à des débutants qu'à des je dirais des sportifs moyens ou des sportifs de haut niveau. Et on a eu pas mal de retours, ça nous a permis de développer un peu une communauté autour de Bob via des Insta Live notamment et des Facebook Live. On en fait 2 à 3 par semaine. Et voilà, c'est intéressant parce que globalement, on est souvent nous, l'équipe, le sport professionnel, le sport de haut niveau. Et là, ça nous permet de toucher, je dirais, un autre segment qu'on n'avait pas nécessairement aujourd'hui. Est-ce que ça, par exemple, c'est des choses que vous allez garder après? Cette petite évolution de la ligne éditoriale? Oui, je pense que pour nous, c'est important de tirer toutes les conclusions de cette période-là. Même si on a perdu un certain nombre de lecteurs parce que les compétitions ne sont pas là, on a des lecteurs qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreux et qui nous parlent. Voilà, on a reçu pas mal de messages où ils demandent plus de profondeur, plus d'enquête. En fait, d'essayer d'avoir un contenu un peu plus riche, un peu plus surprenant. Et aussi, je pense qu'on doit être plus horizontal. C'est-à-dire comment on est capable de les faire davantage participer, non pas pour valider, je dirais, une idée qu'on aurait déjà, mais pour qu'ils puissent être, je dirais, un peu source de propositions. Donc, on a lancé un certain nombre d'appels à témoins sur le numérique qui ont une résonance sur le digital. On a organisé depuis la semaine dernière des masterclass avec des sportifs et des abonnés qu'on fait en ligne, là, sous forme de visioconférence, où c'est quasiment vraiment les abonnés qui posent les questions, qui deviennent les journalistes. Donc voilà, c'est des initiatives qu'on voudrait conserver. Et alors, dans les choses que vous aviez déjà et que peut-être vous avez amplifiées, je pense à deux rubriques en particulier, les archives et le e-sport. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu justement plus avoir le temps d'explorer que vous faites d'habitude et que vous avez peut-être envie de garder encore mieux, quoi? Alors, clairement, pour tout ce qui est de l'ordre, je dirais, du vintage, des archives, un peu de la mémoire collective, ou le fait de revenir sur des événements qu'on a oubliés mais qui ont une résonance avec l'actualité d'aujourd'hui. On a lancé des séries, voilà, on l'a fait sous forme de séries. Alors on a 2 séries par jour, une série foot et une série omnisport. Et c'est des choses que tu penses vont pouvoir se garder, ou ça reste quand même un peu de l'exceptionnel pour justement pour cette période? C'est dur à dire parce que là, nous, la période, elle va durer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le sport va pas reprendre tout de suite. Et quand il va reprendre en partie. Dans des conditions qui seront des conditions absolument pas qu'on connaissait jusqu'à présent. C'est-à-dire, le fait qu'il n'y ait pas de public, c'est quand même un élément qui est extrêmement important. Le sport, c'est du public, c'est une interaction, etc. Donc, nous, on va pas ressortir de cette crise comme on est entré dans cette crise. C'est sûr et certain. Et cette crise, elle peut durer jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'au début d'année prochaine pour le sport et donc aussi pour nous, dans la manière dont on va traiter le sport. Mais alors, une fois que le sport sera vraiment reparti, mettons, allez, soyons fous, imaginons, dans 6 mois, 1 an, le sport repart comme avant. Là, du coup, est-ce que, en termes de temps de travail, de charge de travail, les gens qui vont revenir un petit peu à ce qu'ils faisaient avant pour remplir les pages du journal ou sur le numérique, est-ce que, du coup, il y a des choses que tu penses que vous allez garder, ou est-ce que tout repartira comme avant? Moi, je pense qu'il faut qu'on reste sur... on a la chance d'avoir la Coupe du Monde de rugby en France en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024. Donc la question de la pratique, du sport santé, du sport société, de l'impact que le sport doit avoir sur un certain nombre de sujets, je pense que c'est quelque chose qu'on va devoir vraiment pousser. Voilà, vraiment pousser. On n'a pas... Après, faut voir quelle forme ça prendra. Moi, je pense que ça n'a pas besoin d'être ghettoisé d'une certaine manière avec, tiens, on va le mettre tous les mardis ou tous les mercredis. Je pense que
ça doit être au fil de l'eau, ça doit être un traitement normal. Ça c'est un élément qui est pour moi extrêmement important. Après, c'est de voir aussi comment, je pense que sur le numérique, on a des formats qui sont en train d'apparaître. Comment ces formats, on va pouvoir les accélérer. Je pense notamment des formats beaucoup plus interactifs, des formats vidéo, des formats audio, qui sont intéressants pour nous. Ça, je dirais que c'est les deux grands axes. Et après, c'est de voir comment l'équipe, en tant qu'institution, va pouvoir jouer aussi un rôle dans l'organisation du sport encore un peu plus important. Voilà. Comment on peut davantage peser dans le sport. On est un média qui a inventé des compétitions. On a au sein de notre groupe une entreprise qui organise des compétitions. Donc, on a intérêt à apporter, je dirais, notre vision à ce qui nous paraît être un sport plus équitable, un sport plus raisonnable économiquement, voilà, qui est moins en dehors des réalités économiques, un sport qui est plus, je dirais, plus écolo aussi, voilà. Donc là-dessus, on va être beaucoup plus engagé. Alors, vous avez lancé certains nouveaux projets vraiment purement numériques. Je pense au chatbot Botaldo, je pense aussi au podcast. Comment ça évolue? Est-ce que par exemple, des podcasts, vous en avez lancé des nouveaux? Est-ce que le chatbot, il continue de fonctionner sans match? Comment tu vois ces choses-là en ce moment? Alors le chatbot, il peut pas continuer parce qu'il est vraiment lié à la Ligue 1 et au déroulement de la Ligue 1, donc il redémarrera quand le foot va redémarrer. On a suspendu les podcasts pendant la durée de la crise parce que, pour le coup, on avait des problèmes d'équipement. On voulait pas faire quelque chose qui était trop dégradé en termes d'expérience. Et puis, comme on n'a pas de compétition, c'est un peu compliqué. Donc, on préfère peut-être mettre entre parenthèses. Mais les podcasts, on les a énormément développés depuis 2017. 2017, on lance notre premier podcast qui était un talk de rugby avec un flash info. Et aujourd'hui, on a à peu près 12 podcasts qu'on pousse de manière hebdomadaire ou mensuelle. Et sur le mois de février, le mois de mars, avant qu'on bascule dans le confinement, on avait atteint nos records, je dirais, d'écoute, à plus de 2,5 millions d'écoutes mensuelles. Donc ça, voilà, on est en train de créer vraiment un usage. Là où on va vraiment pousser un peu plus le curseur, on a les formats Explore qu'on avait lancés en 2013, qui sont des longs formats interactifs, qui sont devenus des formats vidéo, des formats stories, enfin plein de formats différents. Là, on en met un en ligne vendredi 23 mai, qui est consacré... 24 avril. 24 avril, excusez-moi, vendredi 24 avril, qui est consacré, en fait, c'est un projet qui tombe un peu bien, qui est assez fou. On a un journaliste qui est passionné par la montagne, par l'alpinisme, et qui est en contact avec deux skieurs alpinistes qui sont également des guides de montagne de très haut niveau et qui ont décidé de gravir les 6 plus grands sommets mythiques des Alpes. Donc les Alpes françaises, les Alpes suisses, les Alpes italiennes. Et ils sont accompagnés par un JRI avec eux. Ils ont un matériel très très performant et il y a une dimension assez dingue parce qu'en fait on grimpe avec eux. Ils l'ont fait les dernières au mois de avril-mai dernier, donc on est quasiment un petit peu à la même époque, et ça raconte aussi l'évolution un peu de la montagne. Il y a un aspect écologique, un aspect performance, il y a un aspect quasiment un peu romantique, spirituel. Oui, puis par les temps qui courent, de voir du grand air, ça doit particulièrement faire plaisir. Oui, exactement. Et donc on va le pousser, et vous verrez, on l'a bossé avec la société Upian pour vraiment faire un objet un peu unique, assez fou, avec beaucoup de motion design, d'animation 3D, pour qu'on montre également, je dirais, ce que c'est la montagne, voilà, que ce soit assez éducatif, voilà. Et alors à propos de quelque chose d'unique et de vidéo, ça me fait penser là au succès en ce moment sur Netflix de la série documentaire sur Michael Jordan que tu as peut-être vu, The Last Dance. Est-ce que ça pourrait être une extension d'une certaine manière des formats Explore? Oui, on a des formats Explore qui aujourd'hui vivent en dehors de l'équipe. Certains ont été primés dans des festivals. Pour aller vers du Netflix, il faut évidemment des investissements qui sont beaucoup plus importants. On sait, alors voilà,
il y a beaucoup de discussions sur le sujet, mais Netflix a payé Michael Jordan pour faire ce documentaire. Je pense que l'équipe n'est pas capable de payer Michael Jordan pour faire un documentaire. Et je ne vois pas beaucoup de médias traditionnels être en capacité, sauf si on est une télévision éventuellement. Donc c'est sur d'autres modèles, mais oui, on réfléchit, on est contacté par des boîtes de prod autour de programmes qu'on pourrait faire. On est propriétaire du Ballon d'Or, voilà, on organise le Ballon d'Or avec France Football, dont je suis également directeur de la rédaction. Donc voilà, on avait des projets sur lesquels on a pas mal parlé. Bon, ces projets sont un peu en suspens en ce moment du fait de la période, mais oui, évidemment que oui, ça c'est vraiment des développements qu'on veut mettre en place. Pour continuer sur la stratégie un petit peu de l'équipe et puis revenir à l'impact de la crise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des performances numériques, l'appli de l'équipe contre toute attente et rester vraiment dans le top des applis consultées ces derniers temps? Comment tu l'expliques? Alors nous, on a la chance, je dirais, c'est notre force. Il y a à peu près entre 7 et 8 millions de personnes qui ont téléchargé l'application de l'équipe. Donc et ces gens qui ont téléchargé l'appli, en général, ils viennent une dizaine de fois par jour. Donc on va dire qu'ils sont très connectés à notre univers. Là où je dirais ceux qui viennent en web fixe ou en web mobile viennent davantage parfois, je dirais aussi via les réseaux sociaux. Donc je dirais il y a moins de fidélité. Ouais. Elle est plus faible. Je pense que nous, le marqueur qui est le plus... On a deux marqueurs importants. Le marqueur premier qui est sur le gratuit, c'est notre trafic. Et sur le trafic, en règle générale, avec des compétitions, on est entre 1,4 milliard et 1,6 milliard de pages vues. Ce qui est colossal de manière mensuelle. C'est pas annuel, c'est de manière mensuelle. Là, évidemment que notre trafic a beaucoup baissé, mais je dirais que notre trafic était tellement puissant qu'on a suffisamment aujourd'hui de pages vues quand même pour assurer une commercialisation publicitaire. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et le deuxième, et en conservant également une moyenne très haute de visites et de visiteurs uniques par semaine et par jour. Voilà, on en a perdu par rapport à avant, mais ça reste quand même très élevé puisqu'on est à 6-7 millions de visites hebdomadaires, ce qui est quand même en moyenne par jour, lissé sur une semaine. Et si on regarde le deuxième élément qui est important, c'est évidemment nos abonnés. Donc on a deux éléments qui sont importants. On va dire c'est le nombre d'abonnés qu'on va recruter. On a recruté beaucoup d'abonnés depuis le début du confinement. Tu étais à x5 au début, je crois, du confinement. Au final, là, avec le mois qui est écoulé. Eh ben, on est plus aussi nombreux. Enfin, je dirais que ça a un petit peu baissé. Voilà. Bon, je dirais qu'on est à entre -3 et entre x3 et x4 en termes de recrutement. On est à 276 000 abonnés. Voilà, entre le B2B et le B2C. Et on voit que tous les... Contre combien avant la crise, on va dire? On était, je crois, à 266, quelque chose comme ça. On a dû prendre 10 000 abonnés en net depuis le début de la crise. Ce qui est quand même ça, c'est quelque chose auquel tu t'attendais ou c'est vraiment une surprise? Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est une surprise. Oui, pour nous aussi, c'est un peu une surprise. Voilà. C'est une surprise dans le sens où on n'a plus de compétition. Et en même temps, je pense qu'on s'est donné les moyens puisque l'abonnement est beaucoup plus attractif. Oui, c'est ça. On a fait une offre à 99 centimes d'euros par mois sur 6 mois. Donc on verra dans 6 mois s'il reste. Voilà, si les résiliations, il y aura des résiliations obligatoirement. Mais le deuxième indicateur pour nous qui est important, c'est le nombre de pages vues par les abonnés. Et ce nombre de pages vues, il est stable. Je dirais sur ceux qui étaient déjà abonnés, il est en progression en additionnant les nouveaux abonnés. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on a un trafic payant qui reste quand même très, très performant. Sur le papier, quelles sont les perspectives? Est-ce que vous allez rester à la même pagination? Vous allez reprendre la pagination ancienne? Moi, je suis d'avis de rester sur la même pagination le plus longtemps possible, jusqu'à ce que les événements sportifs reprennent, c'est-à-dire à la mi-juin normalement. Donc 24 pages éditoriales. Et après, après on verra comment on va remonter. On sait qu'on aura le mag qui va revenir le samedi 23 avec une pagination qui sera aussi un peu réduite puisque ce sera un mag à 64 pages. Et je dirais à partir de début mi-juin, je pense qu'on va commencer à remonter en charge pour avoir des paginations un peu plus importantes.
Et alors, pour la presse papier, on sent en ce moment que ça bouge énormément. Alors, il y a des journaux, malheureusement, qui ont dû arrêter et qui, sans doute, ne reprendront jamais leur tirage papier. Il y a Prestalis qui va pas bien. Il y a le numérique, forcément, qui rentre dans les usages auprès de certaines personnes nouvelles. Comment, toi, tu vois, sur les prochains mois ou peut-être les prochaines années, le papier pour l'équipe? Moi, je crois pas à la disparition du papier. Alors, peut-être que je suis un dinosaure de ce point de vue-là, mais je pense qu'il y a un usage et je me demande si cet usage, sera pas un peu renforcé par la crise. Alors je dis pas que ce sera un usage renforcé en termes de volume, puisque les volumes sont baissiers et il n'y a pas de raison qu'ils baissent pas encore un peu compte tenu de la crise de la distribution. S'il y a moins de points de vente, par définition, vous vendez moins de papier. Voilà, c'est mécanique. En revanche, est-ce que les gens vont pas aussi avoir besoin d'avoir des temps plus longs, voilà, d'être moins dans une information à temps court. Et voilà, moi je crois que... Tu disais que tu ressentais une attente, c'est ça, de plus d'enquête, de plus d'approfondissement? Oui, mais je dirais là, au-delà, je dirais des contenus qu'on peut proposer. Je pense que c'est aussi, je dirais, la nature du support. La nature du support, par définition, lire un journal en papier ou sur le numérique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que quand on prend un journal en papier, potentiellement, on va boire un café avec. Ça va être un moment le matin. Je pense en particulier pour nos lecteurs. Est-ce que nos lecteurs vont changer aussi un petit peu leur mode de vie? Moi, j'y crois un peu. Alors peut-être ce sera plus le cas sur les week-ends que sur la semaine, en sachant que nous, le week-end est notre temps fort en termes de vente, puisque le vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est les 4 jours où on vend le plus de la semaine. Donc, je suis pas négatif pour le papier. La seule chose qui peut être, je dirais, une source de crainte pour tous les journaux comme l'Équipe ou, je dirais, les journaux de presse quotidienne nationale et régionale, ce sera l'impact de la crise sur les recettes publicitaires. Voilà. Si la pub a du mal à revenir ou elle décroche encore beaucoup, ça rendra, je dirais, l'économie, la viabilité économique plus incertaine. Le chiffre d'affaires publicitaire, évidemment, a beaucoup baissé sur le papier pendant la crise. Oui, mais il a baissé sur tous les supports. Après, si on regarde aujourd'hui les déclarations de tous les médias, il n'y a pas un média qui n'est pas concerné. Alors, sur le papier, oui, on souffre, ça c'est sûr. Et alors, pour terminer, est-ce que tu vois peut-être une tendance, quelque chose émerger où on parle d'accélération en fait de certains changements actuellement? Quel est ton sentiment? C'est dur de répondre à ces questions-là parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ont envie d'imaginer un monde d'après qui serait fondamentalement différent du monde d'avant. Je pense que pour les médias, moi je reste persuadé que évidemment cette crise va accélérer la transition numérique. D'abord, je pense tout simplement pour notre rédaction. On a une rédaction qui travaille maintenant intégralement dans des back-office numériques, voilà, et c'est ce qui fait qu'on peut travailler là où parfois il y avait encore un peu de réticence. On a développé l'agilité de nos journalistes pour faire des visioconférences. Là, on lance un programme qui est assez caractéristique de choses qu'on n'aurait pas été capable de faire avant. On fait un programme vidéo où on va essayer de re-raconter. Samedi, normalement, il y avait la finale de la Coupe de France qui devait se tenir. Eh bien, on va raconter la finale de la Coupe de France 82 parce qu'elle a opposé, et elle aurait dû opposer samedi, 2 clubs qui sont le PSG et Saint-Etienne. Donc on a trouvé 2 Parisiens et deux Stéphanois de l'époque. On va faire exactement la même chose que ce qu'on fait en ce moment sur Zoom. On va les faire venir dans une espèce de visioconférence qui sera broadcastée et on va essayer de leur proposer un programme qui est un programme quasiment interactif puisqu'on a acquis les droits, les images de ce match. On a également un traitement photo puisqu'on avait couvert ce match-là en photo et donc on va leur pousser du contenu au fur et à mesure et on va essayer de les faire réagir à ce contenu-là. Alors, on le fait pas en live, on pourrait le faire en live, mais on va d'abord le tester normalement pour voir ce que ça donnerait. Si je vais encore un peu plus loin, je dirais que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on parlait à l'équipe du télétravail. Ben, le télétravail, on l'a mis en place en 15 jours. Donc, toutes ces choses-là, ça va changer évidemment, je dirais les compétences de nos journalistes. Nos journalistes vont se rendre compte qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et ce qu'on avait déjà lancé, nos photographes, par exemple, moi j'avais demandé aux photographes, on a un staff de photographes d'une dizaine de personnes, ils sont allés vers la vidéo déjà depuis 5 ou 6 ans. On a des journalistes qui aujourd'hui assurent l'animation de nos podcasts. Voilà, c'est eux qui vont l'animer. On va pas chercher obligatoirement des animateurs toujours à l'extérieur. On s'est dit, bah voilà, ça peut être quelque chose qui peut être internalisé. Explore, qui sont des formats, je dirais, différents. On les a toujours donnés en priorité à nos journalistes au sein de la rédaction, en leur détachant du temps
pour pouvoir les faire. C'est-à-dire d'être capable d'aller vers une écriture qui est une écriture nouvelle. Donc pour moi, c'est ça le plus gros changement, mais il ne faudrait pas que ce changement devienne le tout numérique. Et je pense que c'est important pour des médias traditionnels. Pour moi, c'est quelque chose de positif de dire un média traditionnel, un média historique, que ce soit de la presse écrite, de la radio ou de la télé, de garder quand même, je dirais, deux jambes. Voilà, on peut pas avoir juste une jambe numérique. J'ai peur qu'une seule jambe numérique, ce soit une jambe où on soit en déséquilibre à un moment donné. C'est intéressant que ce soit toi qui dis ça parce que tu fais partie des quasi, je pense, alors je dis peut-être une erreur, une bêtise, mais des quasi seuls directeurs de la rédaction d'un journal qui vient du numérique, qui justement a commencé en tout cas a fait partie du développement numérique et qui ensuite est devenu directeur de la rédaction, et que donc tu dises que c'est important de pas passer entièrement, complètement du côté numérique. Non, parce que on sait que le numérique va avoir par définition va être l'usage majoritaire. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Ça l'est déjà, je dirais aujourd'hui pour les médias, pour la presse écrite. Ça va l'être pour la radio. Quand on voit les audiences cumulées des podcasts du groupe Radio France, voilà, on voit bien que ça devient quelque chose. Je crois que c'est la 3e ou 4e plateforme mondiale. Et on va voir, même si la télé a des audiences qui sont exceptionnelles en ce moment, ça rattrapera la télé également. Voilà, parce qu'on voit bien les nouvelles générations sont davantage sur le numérique. Mais on a besoin, je pense, d'avoir encore. On peut pas mettre tout le monde dans un même panier en fait. Voilà. Et ça, j'en suis de plus en plus persuadé, parce que les lecteurs papier attendent pas toujours la même chose que les internautes ou des téléspectateurs, etc. Et ce sera à nous, voilà, de faire en sorte d'imaginer comment on est capable de concilier, je dirais, une transformation numérique qui va s'intensifier, s'accélérer, avec, je dirais, une industrie traditionnelle qu'on doit être capable de maintenir, d'enrichir, de transformer de telle sorte qu'elle reste quand même viable, à la fois pour l'entreprise qui la porte et pour les lecteurs qui vont la consommer. Voilà. Donc évidemment, oui, je suis pas contre le numérique, au contraire, hein, je vais pas changer d'avis, mais je pense qu'on a besoin d'avoir deux jambes. Voilà. Enfin, on peut pas tout. Le numérique peut pas tout supporter. Merci beaucoup, Jérôme Casadieu, pour toutes ces explications et cette perspective sur l'avenir. Merci à vous. Salut Jean-Baptiste. Salut Élise, on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. Un podcast créé par Élise Collette et Jean-Baptiste Diebold. Design graphique, Benjamin Leble. Communication, Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore, Boris Leble.